Bienvenue sur Mayotte la première, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Maïcha. Aujourd'hui, nous allons attirer un petit peu plus votre attention sur ce qui se passe à Mayotte. On n'en parle pas souvent, même si grâce à cette association, grâce à ces personnes et grâce à cette jeune femme en particulier, nous levons le voile de plus en plus sur les violences sexuelles faites sur mineurs. Vous l'avez sûrement vu dans de nombreux événements, dans de nombreuses manifestations. Elle ose prendre la parole car oui, c'est important de prendre la parole, de pouvoir en parler, mais surtout de pouvoir sensibiliser les personnes. Mais elle ne fait pas que ça. Beaucoup de choses se font grâce à cette association et grâce au travail des bénévoles de l'association. Je suis ravie, moi, de vous recevoir avec nous en plateau. Je parle bien sûr de Rehema Saïndou, pardon. Vous êtes dans l'association également et vous êtes représentante du collectif CID. Comment allez-vous ? Eh bien, bonjour Yumna, bonjour à tous. Je vais très bien, merci pour l'invitation. Merci à vous surtout d'avoir accepté de venir avec nous. Et puis, j'ai longuement parlé de vous pour introduire cette émission parce que Rasmina Oumadi Wali, vous êtes chargée de mission aujourd'hui dans l'association Hakizawanatsa, mais on connaît votre parcours. En tout cas, parce que nous, on vous suit, on vous voit un peu, on voit votre investissement et Dieu seul sait à quel point votre parcours a été très lourd, mais vous avez réussi et je suis vraiment ravie de vous avoir dans cette émission. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci Yumna, merci pour l'invitation et c'est un honneur pour moi de venir ici aujourd'hui. Merci beaucoup déjà peut-être pour tout le travail que vous faites, pour toutes les victimes, pour toutes les familles, pour toutes les personnes qui n'osent pas prendre la parole. C'est très difficile de parler de soi, c'est très difficile de parler de soi, surtout quand il s'agit d'un sujet qui est aussi compliqué, presque tabou, parce qu'on est ouvert maintenant à Mayotte, on ose se dire les choses quand ça ne va pas. Et vous avez osé vous dénoncer. On va en parler dans cette émission, mais j'aimerais qu'on ne parle pas que de ça, parce que vous n'êtes plus mineur. Voilà, déjà bravo, félicitations. Merci. Vous êtes une jeune femme maintenant, vous essayez de vous reconstruire. Et surtout, le plus important, je pense que vous allez le dire vous-même, c'est d'accompagner ceux qui sont dans le besoin. Parlez-nous de cette expérience personnelle en matière justement de violence sexuelle sur mineurs, ou voilà, ce qui vous est arrivé malheureusement et peut-être qui vous a poussé quelque part à vous investir dans l'association aujourd'hui. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oumadi Wali Rasmina. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai subi une agression sexuelle à l'âge de 13 ans jusqu'à mes 16 ans par mon voisin. Et je n'ai pas pu en parler depuis le début parce que justement, j'avais cette pression qui était sur moi, cette pression familiale, cette pression de la société qui m'emprisonnait justement dans mon malheur, on va dire entre guillemets. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai laissé mon voisin, on va dire, détruire ma vie petit à petit. Et moi qui pensais justement que c'était quelque chose de normal, qui n'était totalement pas normal, parce que justement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de plus âgé que moi, il réfléchit mieux que moi, en tout cas, une personne de 39 ans, il réfléchit mieux qu'une personne de 13 ans. Donc, il savait très bien ce qu'il disait. Et peut-être que parfois, on va demander pourquoi je me suis... pourquoi j'ai pas agi... Vous n'avez pas parlé plus tôt. Voilà. Du coup, c'est très simple. Les personnes qui font ça, ils sont très doués dans leur travail, on va dire, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent dire, ils savent très bien où appuyer. Et c'est une personne qui habitait juste à côté de chez moi. Il connaissait ce qui se passait chez moi, il connaissait les points faibles dans notre famille et il savait très bien où appuyer. Donc, il faut savoir qu'il y a eu... des menaces, il y a eu la pression, il y a eu du chantage, il y a vraiment tout mélangé et même de la violence. Donc que je l'ai voulu ou pas, je l'ai vécu. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que... j'aurais peut-être aimé ne pas le vivre, mais c'est arrivé. Aujourd'hui, je dois apprendre à vivre avec. Même si pour l'instant, j'essaie vraiment de vivre avec, c'est compliqué. Mais justement, c'est le fait justement que ça soit compliqué qu'on arrive à y tenir. Parce que plus c'est compliqué, plus on se dit, mais si je reste là à m'abattre sur ce qu'il m'a fait, c'est qu'il aura réussi justement, il aura réussi à me détruire. Et si justement j'essaye d'aller de l'avant, là je lui montre en fait qu'il n'a pas réussi.
que même s'il a voulu le faire, et même s'il a voulu me détruire, il n'a pas réussi et il ne va pas réussir. Donc moi, je lui dis bon courage à lui parce que c'est lui qui aura besoin d'aide, c'est lui qui aura besoin de soutien. Moi, j'ai eu le soutien que je mérite, j'ai eu le soutien des personnes qui étaient là pour moi, notamment l'association. Et du coup, j'ai été plus gagnante que lui en tout cas. C'est ce que moi je me dis. Un adulte, vous l'avez dit, de 39 ans à l'époque, et vous aviez que 13 ans à l'époque, qui a su malheureusement vous attirer dans son monde à lui, de perversité, de violence sexuelle, et vous aviez peur, tellement peur que vous n'osiez même pas du tout en parler, et vous pensiez que c'était normal. Et à un moment donné, vous l'avez dit vous-même, vous vous êtes rendu compte que c'est pas normal. Qu'est-ce qui vous disait « Je suis vraiment désolée parce que je ne voulais vraiment pas vous faire revivre ces moments-là » puisque ça aussi, il faut le savoir que lorsque vous êtes victime de ces actes et qu'à chaque fois, on vous fait reparler de ces violences, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toute la mémoire, malheureusement, qui agit. Qu'est-ce qui vous a dit à un moment donné qui vous faisait peur? Vous vous disiez « Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dénoncer ». C'était quoi la plus grosse pression qui vous disait? Parce que malheureusement, on sait que ça arrive encore aujourd'hui. Oui. Alors, il faut savoir qu'avant, moi, je ne suis pas trop une personne qui a vécu avec ma mère. Et du coup, quand j'ai rencontré ma mère, quand j'ai vraiment pris le temps de vivre avec elle, on n'était pas forcément en bon terme parce qu'on a découvert qu'on n'avait pas les mêmes terrains d'attente. Et du coup, c'était très compliqué pour moi, une communication avec ma mère, une communication normale, c'était compliqué. Et du coup, en fait, quand il a vu justement qu'il y avait cette communication qui était très compliquée, il a appuyé là-dessus, et avait aussi ce côté que moi j'étais plutôt une personne mise à l'écart, on va dire, dans ma famille, et du coup en fait à chaque fois qu'il voyait qu'il y avait un point faible quelque part, il l'appuyait. Et aussi il y avait cette question justement de l'argent qui était très compliquée, en tout cas dans ma famille auparavant, parce qu'il faut savoir que ma mère, c'est une mère célibataire qui s'occupe de 8 enfants toute seule. Ça, c'était très compliqué, et du coup moi visiblement je me sentais mise de côté. Il a utilisé aussi ce côté-là de l'argent. Il vous donnait de l'argent? Oui, voilà, à un moment donné il me donnait de l'argent. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que non, pourquoi j'ai fait ça, c'était pour la facilité. Peut-être que c'était pour la facilité, mais aujourd'hui, j'en suis pas du tout ravie d'avoir couché avec quelqu'un, on va dire entre guillemets, pour de l'argent. Donc, je le dis parce que justement, il y en a, ils disent que si tu as couché avec lui, c'est que tu l'as voulu. Non, la réalité, elle est tout autre. Peut-être qu'au début, ça a commencé peut-être par de l'argent, mais par la suite, quand une personne dit stop, il faut arrêter, quoi. Quand on dit stop, il ne faut pas continuer. Il faut écouter la personne, mais quand on dit stop au bout d'une semaine, mais que la personne ne veut pas écouter, il va même utiliser du chantage. Il utilise l'argent au contraire en disant que je vais dire à ta grand-mère ceci, cela, comme ça ta grand-mère elle vous met dehors de là où vous habitez, ou je vais essayer de mettre tout le monde contre vous, comme ça ta mère elle te met dehors toi. Parce qu'il faut savoir que ma mère avant, elle était une personne qui écoutait beaucoup ces personnes-là. Mais heureusement aujourd'hui, cette personne n'est plus la même. Elle est venue la personne qui me soutient le plus dans mes démarches, dans tout ce que je fais, dans ce combat qui est très compliqué. Elle est la personne maintenant aujourd'hui qui me soutient le plus. Donc moi je dirais qu'en fait il savait vraiment où aller et il savait sur quoi s'appuyer pour le faire. Donc voilà. En tout cas, vous êtes très courageuse et merci vraiment de prendre la parole et de dire tout ce que vous pensez, de le dire avec autant de c'est clair, voilà ce que vous dites, et vous le dites avec beaucoup d'émotion, mais en même temps avec beaucoup de fermeté. On sent que vous avez besoin que les choses changent. C'est pour ça que vous avez rejoint, on va dire, la famille, parce que c'est une famille, Akizawa Natsa. Rehema, vous en faites partie, vous êtes carrément la présidente de cette association, vous êtes également la représentante du collectif SID. En quelques mots, le travail de cette association à Mayotte. C'est une association qui promeut et défend les droits des enfants à Mayotte. Et depuis 2 ans, on est sur une campagne WAMITOO qui lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs sur le territoire. Donc c'est parti d'un mouvement international MeToo. Et puis on a fait la contraction WAMI et tout pour dire que ça se passe ici aussi. Et ce que disait Rasmina, mais qui arrive aussi à beaucoup d'enfants, c'est que elle a dit quelque chose qui est intéressant et qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle a dit « je l'ai laissé faire ». Eh bien non, tu étais une enfant, donc c'est lui qui a fait, pas toi déjà. Donc il y a cette culpabilité que les enfants vont ressentir à cet âge-là, et il y a aussi la culpabilité qu'on va leur faire ressentir. Il y a beaucoup de phrases en shimaoré que malheureusement j'ai pu l'entendre dire même de personnes très instruites qui ont voyagé, dire « Mwanangi Ashonga » par exemple, que l'enfant est perverti. Non, un enfant
ne fait pas des choses... Un enfant de base est innocent, ne pense pas forcément à ces choses-là, mais c'est l'adulte qui va l'emmener vers ces choses-là. Et Rasmina, là où elle est une personne ressource et géniale, c'est que de son témoignage, on voit que c'est ce que vivent tous les enfants. Elle a parlé de l'argent, mais nous, on entend beaucoup dans les sociétés occidentales du vieux monsieur avec un bonbon qui va vous attirer. Exactement. Mais ici, ce bonbon, ça peut être de l'argent, ça peut être de la nourriture pour attirer l'enfant près de soi, le mettre en confiance, lui faire signifier que je suis un adulte référent sur qui tu peux compter. Puis après, avant de commencer les actes, il faut savoir que ce que j'aimerais que les gens entendent bien aujourd'hui, c'est que c'est tout un schéma, c'est un processus. Ce n'est pas l'enfant qu'on a tiré comme ça et qu'on a agressé, c'est vraiment l'enfant qu'on a mis en confiance, surtout quand c'est quelqu'un de très proche. Et c'est quelque chose de très dangereux, puisqu'elle le disait à un moment donné, c'est quelqu'un qui fait quasiment partie de la famille, généralement. Quand c'est sur autant d'années, c'est pas l'agression qui se passe une fois, mais c'est plusieurs fois, et c'est pendant plusieurs années. Donc forcément, ça laisse quand même des séquelles dans la tête d'un enfant. Rasmina, elle a réussi à s'en sortir, ça se voit, elle est épanouie, elle est dynamique, voilà, elle sait ce qu'elle dit, elle sait où elle va. Mais pour d'autres personnes, j'imagine que pour d'autres enfants qui n'ont pas eu ce réflexe, on va dire, psychologique, ou ce courage psychologique, c'est plus grave, j'imagine, pour eux. C'est beaucoup plus grave. Rasmina, elle est toujours en reconstruction. Je pense qu'elle est toujours en guérison, elle fait toujours des cauchemars. Mais c'est vrai que son parcours est exceptionnel. Parce que déjà, elle a libéré la parole très tôt. À d'autres. Et elle en a parlé, et elle en parle publiquement. Je sais que c'est un exercice difficile, mais qu'elle arrive à faire et qu'elle fait très bien. Mais les conséquences, ça peut être troubles alimentaires, perte d'appétit, les dépressions. Pour beaucoup de nos jeunes, ça peut être le décrochage scolaire, un changement d'attitude. En fait, les conséquences elles vont aller à très très long terme. Pour une femme, ça va impacter sa vie amoureuse, sa vie sexuelle et sa vie de maman aussi. Également. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs pour sensibiliser un petit peu plus les personnes comme vous, les professeurs, les parents, le voisinage? On peut reconnaître un agresseur. Est-ce qu'il y a ces signes avant-coureurs, justement, que ce soit pour l'agresseur, que ce soit sur la personne? On peut savoir, on peut se douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour un agresseur, ça va être compliqué parce que c'est une personne, surtout de ce que nous, on a pu voir parmi nos témoignages, ce sont des personnes de confiance appréciées du quartier. Donc finalement, pour l'agresseur, au contraire, quand on va entendre parler de l'histoire, tout le monde va dire « Ah bon ? Ce monsieur-là, il était plutôt gentil, généreux surtout. » La plupart des témoignages, ils traduisent leurs agresseurs comme quoi c'est des personnes généreuses, appréciées de tout le monde. On sera même amené à les défendre. Voilà. Et du coup, ça rajoute une culpabilité aux personnes victimes. On leur dit « Non, mais tu n'as pas honte de parler de ça, de telle personne. Une personne aussi appréciée ou un fondé de cette ampleur ou un ton oncle de si respecté de la famille. » Et du côté des personnes victimes, au niveau de la scolarité, nous, on va peut-être pouvoir repérer la souffrance. On ne va pas pouvoir l'identifier, c'est une agression, mais on peut pouvoir repérer la souffrance de l'enfant. Et ça peut être sur un comportement qui va être très raffermé, parfois agressif, ou parfois des crises, ça peut aller jusqu'à une crise de larmes spontanée. Mais là, nous, on attribue ça plutôt d'abord à une souffrance. Et peu à peu, c'est en creusant qu'on va pouvoir découvrir ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est une violence physique tout court, ou c'est des violences sexuelles, ou c'est une souffrance liée à sa situation socio-économique? On va dire qu'en tant qu'adulte, bénévole ou enseignant, on va pouvoir repérer la souffrance en amont, et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi pour toi. Des adultes ont pu repérer, et même tes amis, je pense, ont pu repérer la souffrance, et ce n'est qu'après que... Comment ça s'est passé, d'ailleurs? Parce que ça s'est passé pendant 3 ans, presque. C'est ça, 3 ans, malheureusement. 3 longues années. Et quel a été le déclic pour vous de vous dire stop? C'est pas normal. En fait, le déclic, il faut savoir qu'avant, quand j'étais au collège,
avant que j'arrive au lycée, j'ai beaucoup subi de harcèlement scolaire, ce qui fait que tout le temps j'étais en retrait dans mon village. Tout le temps, j'avais pas du tout d'amis. C'était plutôt des personnes, mes amis en tout cas dans le village, c'était des personnes qui venaient vers moi, recueillir des informations sur moi, puis aller les dire aux autres pour se moquer. Mais je suis arrivée du coup en seconde, auquel j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas dans mon village, mais c'était des personnes magnifiques en tout cas. C'était mes amis justement. C'est à partir de cet âge-là que j'ai appris à connaître ce que c'est que l'amitié. Parce que justement, j'ai rencontré ces personnes-là. Et le fait justement de voir que c'est des personnes avec qui je travaille tout le temps, c'est des personnes avec qui je suis toute la journée. Eux, quand ils ont des problèmes, ils m'en parlaient. Moi, j'étais tout le temps là à vouloir régler les problèmes de tout le monde. J'étais tout le temps la fille qui ramenait le soleil dans le groupe, mais qui justement ne parlait jamais de sa vie. Je ne sais pas du tout comment je faisais pour cacher ça, mais je ne parlais jamais de ma vie. Tout le monde ne connaissait, enfin, il n'y avait personne qui connaissait quelque chose dans ma vie ou quoi que ce soit, à part ma cousine qui connaissait un peu que oui, je suis la cousine, j'habite là, etc. À part ça, personne ne connaissait quelque chose de ma vie. Vous teniez quand même à garder une petite part ça. de votre vie privée. Quand on me posait une question par rapport à ma vie, je trouvais toujours quelque chose pour dévier. Et puis, il y a eu ce moment-là auquel on rencontre le petit ami. Et quand, justement, par rapport à ça, il y a mes amis qui me disent tout. Quand je rentre le soir, quand je suis en train de pleurer, je me demandais, mais attends, tes amis, ils te disent tout. Tes amis, tu peux leur faire confiance. Mais pourquoi, là, toi, tu ne dis pas, tu leur dis pas ce qui se passe. Peut-être que eux, ils vont peut-être te juger, mais peut-être qu'ils vont aussi comprendre. Et puis, il y a eu ce côté-là auquel je suis arrivée à un stade avec mon petit ami, auquel on se disputait tout le temps. Il n'y avait vraiment pas de communication. Lui, il ne comprenait pas. Moi, je ne pouvais pas être à côté d'une personne qui me touche juste ici. Ça allait être vraiment la guerre, c'est-à-dire j'étais vraiment sous le coup de la défense. Et du coup, lui, à chaque fois, quand il venait, il me tenait juste par derrière, je le criais dessus inconsciemment. En fait, vous ne supportiez plus voilà, le contact d'une autre personne. Voilà, c'est ça. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, mais là, si je lui en parle pas, si je ne lui explique pas, il ne va pas comprendre. Et là, c'est à moi de sauver ce couple qui va peut-être justement périr. Donc, je me suis dit, il y a mes amis. Si peut-être eux tous, ils ne vont pas me soutenir, mais je sais qu'il y en a, ceux en tout cas qui sont vraiment là pour moi, je sais qu'ils vont quand même me soutenir. Mais je me suis dit, si je perds ma famille, parce qu'un jour on m'a dit cette phrase qui restera toujours gravée dans ma mémoire, les amis, c'est la famille qu'on aura choisie. Et je me suis dit, si ma famille ne veut pas de moi, je vais choisir ma famille. Et ça sera justement, ça sera justement ces amis. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux filles justement en qui j'ai vraiment eu confiance et que j'ai en parlé, c'est les personnes avec qui je m'entends le plus jusqu'à aujourd'hui et qui sont toujours dans ma vie et qui m'accompagnent toujours dans ce combat. Donc moi, à partir de ce moment-là, je ne savais pas trop vers qui me tourner, mais étant donné qu'on recevait un peu de cours de sexualité de la part de l'infirmière avec la MPF, la Maison de protection des familles, quand on a reçu cette formation, moi, j'étais pas bien. J'ai entendu tout ça. Je suis sortie dehors, je pleurais, j'ai éclaté en sanglots. Enfin, j'étais pas bien. Et du coup, après ça, j'ai écrit une lettre que j'ai déposée à l'infirmerie. Mais il faut savoir qu'avant ça, j'avais espoir que l'infirmière, elle remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le temps, j'allais à l'infirmerie. Madame, j'ai mal à la tête, alors que j'avais rien. J'avais pas mal à la tête. Vous vouliez juste qu'elle soit là, qu'elle vous consulte. Moi, je me disais, peut-être qu'elle va se demander, mais pourquoi tout le temps elle a mal à la tête? Pourquoi elle ne s'est jamais posé cette question? Voilà, c'est ça. Et par exemple, au collège aussi, je ne mangeais pas. Il y avait ce trouble alimentaire, il y avait ce trouble, justement, j'étais insomniaque, enfin, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, parce que tout le temps c'était là. Et du coup, le jour où la dernière fois je suis partie à l'infirmerie pour du Doliprane, je lui ai dit, madame, j'ai mal à la tête, et en sortant, je lui ai dit, madame, j'ai ça pour vous. J'ai déposé la feuille, je suis sortie, et quelques minutes après, elle est venue me chercher. Et ça, c'était les déclics. Vous lui avez dit quoi dans ce courrier? Je lui ai raconté, j'ai dit à un monsieur chez moi qui me fait ci, mais moi, en fait, il faut savoir que quand j'écris la lettre, je suis partie du principe où elle va lui dire d'arrêter et il va s'arrêter. J'étais pas du tout dans la sphère auquel il faut aller porter plainte, il faut aller faire tout ça. Et quand je suis arrivée, quand elle m'a expliqué le parcours, j'ai dit là, ah, d'accord, il y a tout ça à faire. Je me suis dit, mais non, les gens, ils vont savoir. J'étais plus en mode, non, je veux que ça reste secret. Mais elle m'a expliqué, en fait, qu'en fait, c'est quelque chose qu'elle a appris. Je suis mineure, il faut qu'elle me protège. Elle ne peut pas me laisser dans cette situation. Donc, c'est là où elle m'a vraiment beaucoup expliqué. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis fière. Parce que moi, si elle ne m'avait pas expliqué, ça allait être brutal pour moi. Donc, elle m'a expliqué le déroulement. Les démarches à suivre. Voilà, c'est ça. Et vous avez dû aller porter plainte? En effet. Donc, elle m'a expliqué que la police viendra chez toi. Mais c'est à toi de voir. Soit tu le dis à ta mère maintenant, ou soit tu le dis pas. Je lui dis, mais ma mère, je lui dis ça, elle me fout dehors. Elle ne va même pas m'écouter. Donc, moi, je ne l'ai pas dit à ma mère. Donc, la première fois, la police est venue me chercher. On a trouvé une excuse comme
comme quoi c'était pour l'école, je suis la déléguée, j'étais pas du tout déléguée. Pardon maman si tu vois ça, mais on lui a menti en tout cas que c'était pour l'école, etc. Et du coup, arrivé à la police, on m'a demandé si je voulais déposer plainte. J'ai dit d'accord, j'ai déposé plainte, j'ai fait la déposition avec un policier qui était très accueillant. En tout cas, ce policier jusqu'à aujourd'hui, je le remercierai jamais assez parce qu'il faut savoir tellement j'avais peur. C'est un policier, ce jour-là, il m'a proposé juste son aide et j'ai refusé parce que justement, je me disais à tout moment, il veut autre chose derrière. Donc, parce que j'avais justement cette peur-là. Mais je m'excuse parce que je ne savais pas comment réagir à cet instant-là. Et quand ma mère, du coup, elle l'a découvert, malheureusement, ce n'était pas trop la meilleure des façons. Parce qu'il y a un tonton à moi qui a réussi à me mettre en confiance. Et il m'a dit, tu me dis, je ne vais pas le dire à qui que ce soit, juste à ta mère. Mais s'il te plaît, dis-nous ce qui se passe. Vous aviez vraiment peur de le dire à votre maman. Voilà, c'est ça. Et c'est cet oncle-là qui allait raconter l'histoire à votre mère. Comment elle a réagi, maman, à ce moment-là? Alors, je n'étais pas là quand on lui disait parce qu'elle était au travail. Il faut savoir qu'en fait, il y a le monsieur, la police, elle est venue chercher mon agresseur à la maison. Et du coup, quand les gens ils vivait avec vous? Il habitait juste à côté de chez moi. D'accord, ok. Et du coup, quand les gens ils ont vu la police venir, je ne sais pas pourquoi, mais étant donné que j'étais considérée plus la fille faux-folle de la famille, c'est Rasmina qui a fait quelque chose. En plus, ces derniers temps, elle est partie à Mzouazia. Du coup, c'est sûrement elle qui a fait quelque chose. Et du coup, directement, ils ont appelé ma mère au travail. On lui a dit, si tu ne lui dis pas ce que ta fille elle a fait, tu te dégages avec ta fille. Donc ma mère, elle est perdue, elle n'est pas bien, elle est au travail, elle est déconcentrée déjà. Elle m'appelle, elle me dit, dis-moi, je ne lui dis pas, ma grand-mère, elle est venue avec ma famille, ils sont venus, tu nous dis ce qui se passe, sinon tu dégages. Enfin, c'était vraiment pression familiale qui était là. Et du coup, moi... Et ce premier contact, du coup, avec votre maman, elle l'a mal pris? Oui. Elle l'a très mal pris, j'imagine? Elle l'a mal pris, elle n'a même pas accepté. C'est sur ça, parce qu'il nous reste peu de temps. Malheureusement, cette émission passe beaucoup trop vite. Oui. Cette réaction-là, qu'est-ce que vous pouvez vous conseiller pour la famille, pour tous les adultes, on va dire, qui doivent accueillir ce genre de témoignages quand on a encore cette pression de la famille, de la société? Vous l'avez dit au début de l'émission, voilà, c'est la honte, il ne faut pas en parler. Comment est-ce qu'on doit réagir en tant qu'adulte et en tant que membre de la famille? On ne doit certainement pas mal le prendre, ça c'est sûr. On ne doit certainement pas demander à l'enfant de se cacher. Tout à fait. Il faut être prêt, parce que je pense qu'en tant que parent, en tant que personne adulte qui entoure l'enfant, on n'est pas très souvent prêt et on a tendance à avoir une réaction. Soit on est surpris, choqué et du coup on ne va pas croire l'enfant, on va lui demander de répéter ou d'aller dans les détails. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir raconter ça dans les détails, surtout pas tout de suite et dans la manière dont ça peut être demandé. Dit tout de suite. Là, j'imagine juste la scène d'entourer l'enfant d'adultes, un enfant abusé par un adulte, exactement. Des adultes qui lui demandent de rendre des comptes. Ça lui renvoie une sensation de culpabilité. C'est tu as fait quelque chose, tu devrais en avoir honte. Il faut être prêt à accueillir l'enfant, à l'accompagner. Donc, en tant que maman ou papa, votre enfant vient vers vous, on prend l'enfant. On se met en position de sécurité, on le met dans une disposition où elle sera à l'aise, surtout pas entourée de tout le village et de toute la famille. On cherche à savoir ce qui s'est passé, pas forcément dans les détails, et puis on accompagne. On pose pour la première fois à l'enfant ce qu'elle veut, ce qu'il ou elle veut faire, et comment on va le faire. Là, il n'y a plus à faire des pressions, il n'y a plus à faire des précipitations. Il faut vraiment aller dans les démarches, mais en douceur. Vraiment être une écoute pour l'enfant. Ne pas être l'adulte qui reçoit la parole. Parce que ce qui se passe des fois, c'est que le premier adulte, sa réaction va faire que l'enfant va se taire et va en reparler peut-être 15 ans plus tard. On a eu plein de témoignages où la personne parle à 30 ans, 40 ans, mais la personne en avait déjà parlé avant. Rappelez-nous rapidement les endroits où on peut retrouver l'association. Téléphone, les réseaux sociaux, pour qu'on puisse peut-être envoyer les personnes qui souhaiteraient à votre rencontre? Alors, pour nous contacter, vous avez l'adresse Gmail akizawanatsa@gmail.com. On a tous les réseaux sociaux. Je sais que les réseaux sociaux, pour les jeunes, pour eux, c'est plus pratique parce qu'ils peuvent se connecter avec un pseudo. Parce qu'on a des témoignages anonymes. Il y a des personnes qui témoignent sans vraiment nous dire. Ou sinon, le site internet Wamitou. Parfait. Je vais vous donner la parole pour clôturer cette émission en quelques secondes, vraiment, un conseil que vous avez envie de donner à toutes les autres qui n'osent pas prendre la parole. Après, on en refera d'autres, des émissions, mais vraiment en quelques secondes. Alors, moi, ce que je dirais à mes camarades qui ont subi ça, c'est simple. Ce n'est pas à vous de vous cacher.
C'est aux agresseurs de se cacher. La honte doit changer de camp. Donc moi, je vous inviterais vraiment à en parler. Et en parlant, même s'il y a des personnes qui vous disent non, tu as fait ça, etc., il ne faut pas les croire. Croyez ce que vous voulez croire, mais ne croyez pas ce que les gens ils vous font croire. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Merci mesdames, puisqu'on a plus de 18 ans, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être venues dans cette émission. On n'a pas eu le temps de tout aborder. On pourra en refaire une autre avec plaisir si vous acceptez de venir. Et puis, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet et prendre contact avec vous. En tout cas, bravo encore pour tout le courage et pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Merci également à l'équipe de Maïcha qui nous a permis cette émission. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site Internet. Et soyez heureux et à très vite sur La Première.